Bien, le théorème des valeurs intermédiaires, c'est tout simplement la traduction mathématique d'une évidence. Cette évidence, je vais vous la présenter tout de suite. On est donc dans GeoGebra, on a un point A ici, on a un point B ici. La question est simple. Si je dois me rendre du point A au point B, serais-je obligé de traverser la ligne qui est ici, qui va correspondre par exemple à une rivière? Imaginons qu'on ait une rivière ici. J'ai le point A qui est là, j'ai le point B qui est là. La rivière passe entre ces deux points. Est-ce que dans mon itinéraire, je vais être forcé de traverser cette rivière? La réponse c'est évidemment bah oui, on est obligé de la traverser la rivière. Alors, si je prends un exemple de chemin qui mènerait de A à B, en voilà un. Dans ce chemin-là, ce qui n'est pas le chemin le plus simple évidemment pour se rendre de A à B, mais en tout cas dans ce chemin-là, on a passé la rivière ici, ici et ici. On l'a passé 3 fois. Je prends un autre chemin, ce chemin-là, qui n'est pas non plus un chemin très très simple, mais en tout cas, on a traversé la rivière une fois. Dans le chemin vert, on a traversé également la rivière une fois. Et puis dans le chemin jaune, on a encore une fois traversé la rivière une fois. Alors maintenant, si on se remet dans un contexte plus mathématique, donc là on était sur une feuille blanche, maintenant nous voici avec un repère. Mais vous remarquez que c'est exactement la même scène. C'est-à-dire qu'on a notre point A ici, notre point B ici, et on se pose la question, est-ce que je traverse encore une fois ma rivière quand je me rends de A à B? La réponse est toujours la même, bien sûr qu'on la traverse. Mais cette fois-ci, mathématisons un petit peu les choses. Le chemin qu'on emprunte, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est la représentation graphique d'une fonction. C'est une fonction qui est continue. Donc on a une fonction continue. La rivière, qu'est-ce que c'est que cette rivière? Cette rivière, en fait, c'est une droite qui a comme équation y égale k, une constante k. La constante k, vous voyez, ici avec GeoGebra, je peux la changer de valeur, mais on a quand même une droite horizontale, finalement, d'équation y égale k. Donc, dans quel cas on peut affirmer avec certitude que l'équation f de x égale k a une solution? F de x égale k a une solution, c'est quand la courbe noire, la courbe de f, croise cette fameuse droite bleue y égale k. Ben, là, j'en ai la certitude, elle la croise une fois. Donc, quand est-ce que ça coupe? Ben, ça coupe systématiquement quand ma rivière est entre le point A et le point B. Si je prends une rivière placée là, ben, ça coupe plus. Si je prends une rivière placée là, ça coupe plus. Si je prends une rivière placée là, là dans mon chemin ici, ça coupe. Mais dans un autre chemin, comme par exemple le chemin rouge, ça ne coupe plus. Donc, quelle doit être la valeur de k pour affirmer avec certitude que f de x égale k a une solution? Ben, la réponse, c'est de dire il faut que la valeur de k qui est là soit une valeur comprise entre l'ordonnée du point B, donc f de B, et l'ordonnée du point A, c'est-à-dire f de A. En mettant ma valeur k entre f de A et f de B, je suis forcément obligé de traverser ma droite y égale k et donc d'avoir des solutions à mon équation. Encore une fois, troisième chemin, quatrième chemin, à chaque fois j'ai une solution au moins. Donc ici, pour la courbe noire, j'avais une solution à l'équation f de x égale k qui valait à peu près 3, quelque chose là, 3,8. Pour la droite, pour la courbe de G, le chemin rouge, quand est-ce qu'on coupe? Ben, on coupe ici, là, à peu près à 5,5. Pour la courbe verte, on coupe à peu près ici. Et puis pour la courbe jaune, on coupe à peu près ici, c'est-à-dire en 0,3. Donc voilà. Alors si on énonce ce qu'on vient de voir là, l'énoncé de ce théorème des valeurs intermédiaires, ben, vous l'avez dans votre livre à la page 76. Et à la page 76, vous avez donc propriété fondamentale des fonctions continues. Donc f est une fonction continue, donc c'est le fameux chemin qu'on va emprunter sur un intervalle i. A et b désignent deux nombres réels, donc ça va être les abscisses de nos points A et B là, qu'on va aller relier. Pour tout réel k, donc ça c'est la hauteur de ma rivière, compris entre f de A et f de B, donc il faut forcément que ce soit entre les deux hauteurs pour être sûr qu'on traverse, il existe au moins un nombre réel c compris entre A et B, tel que f de c égale k. C'est-à-dire qu'en fait, il existe au moins un point de croisement entre mon chemin que j'ai emprunté et ma droite, la droite bleue que je présentais tout à l'heure sur GeoGebra, et la droite verte qu'on voit ici dans la description du livre. Maintenant, il y a un corollaire à ce théorème. Ce théorème, si on ajoute une condition à nos chemins, là, les 4 couleurs qu'on a, si on ajoute une condition de monotonie,
de dire la fonction est croissante ou la fonction est décroissante, alors à ce moment-là, on s'assure que la traversée ne va se faire qu'en un seul point. Alors, ici, par exemple, on a deux exemples de fonctions qui sont croissantes, la fonction jaune et la fonction verte. Alors, bon, les autres, on va les enlever, là, juste pour qu'on voit mieux. Vous voyez bien que les points de traversée, ici, sont tous les deux uniques. Ici, c'est unique, le point, donc la fameuse valeur C qui est dans le théorème, ce serait 0,3, donc c'est la valeur C qui vérifie f de C est égal à K, et ici, également, la valeur de C va être de 4,7, f de 4,7 est également égal à K. Attention, dans le corollaire donc on va énoncer, on va préciser que la fonction doit être strictement monotone. Pourquoi strictement monotone? Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Si je prends par exemple ici, dans mon cas présent, la valeur k égale 1, et bien en fait la fonction verte, vous voyez qu'elle est croissante, mais elle n'est pas strictement croissante. Il y a un moment pendant lequel la fonction, en réalité, elle est constante, elle stagne. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour la traversée de la rivière? En fait, je peux dire que je reste longtemps dans l'eau, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la solution à l'équation f de x égale k, à ce moment-là, c'est un ensemble de nombres qui n'est pas donc limité à une seule valeur, mais par exemple, f de 1 va être égal à k, f de 2 va être égal à k, f de 2,5, donc tout un intervalle dans lequel on va avoir une solution. Donc il va y avoir une infinité de solutions. Donc le corollaire va nous dire que forcément, pour avoir une seule solution, donc si f est continue et strictement monotone, donc ça veut dire strictement croissante ou strictement décroissante, on se doute bien que ce qu'on est en train d'expliquer là, ça marcherait bien avec un point A qui serait au-dessus d'un point B et puis le chemin qui descendrait, donc strictement monotone sur un intervalle AB, alors pour tout nombre réel k compris entre f de A et f de B, l'équation f de x égale k admet une solution unique dans l'intervalle AB. Donc le corollaire, c'est juste l'unicité qui est obtenue à partir du moment où la fonction est une fonction qui est croissante ou décroissante strictement. Une petite remarque là dans le livre qui est intéressante, c'est que dans les tableaux de variation, quand vous voyez un tableau de variation comme celui-ci par exemple, le fait d'avoir des flèches, ça indique deux choses. Ça indique que c'est continu, mais ça indique aussi que c'est strictement monotone. Donc à ce moment-là, vous pouvez directement appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Donc ici par exemple, vous voyez que la fonction, elle vaut f de a ici, elle vaut f de b ici, donc forcément je vais passer par la valeur k, qui va être ici. Ça me fait penser d'ailleurs à un exercice là, qui est l'exercice numéro 16. Cet exercice numéro 16, page 71, on nous dit de dresser le tableau de variation de f, donc ça se fait avec une étude de fonction, avec des dérivés, etc. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est démontrer que l'équation f de x égale 0 a une unique solution alpha dans l'intervalle moins 4, 4. Mais regardez, une fois qu'on a établi le tableau de variation ici, on peut tout de suite appliquer justement le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires et dire par exemple ici, entre moins 4 et moins 3, la fonction est continue, mais elle ne passe pas par 0, puisque 0 n'est pas compris entre 48 et 58. Donc là, dans cet intervalle-là, il n'y a pas de solution. Par contre, entre moins 3 et 3, d'après le graphique, je vois que la fonction est continue et qu'elle passe de 58 à moins 50. Donc forcément, elle va passer par 0. Donc là, forcément, il y a une valeur alpha unique qui est comprise entre moins 3 et 3, qui permet d'avoir f de alpha égale 0. Et enfin, pour terminer, dans l'intervalle 3, 4, on passe de moins 50 à moins 40, donc 0 n'étant pas compris dans cet intervalle-là, on peut affirmer qu'il ne va pas y avoir de solution. Et donc, la conclusion à tout ça, c'est que cette fonction-là va traverser notre valeur 0 en un unique point qui va être alpha. Ce théorème des valeurs intermédiaires, on l'exploite maintenant dans des exercices. Prenons l'exemple donc, du 58, page 76. Donc démontrer que l'équation x³ moins 4x plus 2 égale 1 admet au moins une solution dans l'intervalle moins 3, 3. Alors, je vous montre avec GeoGebra, après on ira voir sur la calculatrice en imaginant que GeoGebra on ne l'a pas forcément avec soi quand on a un exercice comme ça. Donc voilà les deux fonctions. Alors ça, je viens de la tracer en fait en écrivant dans le champ de saisie x³ moins 4x plus 2, après j'ai saisi y égale 1, et donc voilà ma courbe, et voilà ma droite d'équation y égale 1. Est-ce qu'il y a des intersections? Évidemment, j'en vois bien une, 2 et 3, donc il y en a bien au moins une, donc la réponse à la question de l'exercice c'est oui. Pourquoi oui? Théorème des valeurs intermédiaires, cette fonction est continue. De plus, f de moins 3, ça vaut, je ne sais pas combien là, ça vaut, on peut aller le chercher, hein, ça vaut probablement moins 10 et quelques, là on va aller voir. Moins 13, en fait, ça vaut moins 13.
Et puis f de 3, ça vaut... Ah, on ne voit pas non plus. Ça vaut 17. Donc f de moins 3 égale moins 13. F de 3 égale 17. Donc comme la valeur 1 est comprise entre moins 13 et 17, forcément, la fonction va valoir 1 à un moment ou à un autre. Donc il existe une valeur c telle que f de c égale 1. Au moins une. En réalité, ici c'est 3. Si on est avec notre calculatrice, on n'a pas GeoGebra, on a la calculatrice. Là, on fait la même chose. Alors regardez, on va dans y égale, on saisit notre fonction, donc x cube moins 4x plus 2. On écrit aussi en deuxième ligne y égale 1. Et puis une fois qu'on a fait ça, on commence déjà par aller regarder dans les tableaux de valeurs combien vaut notre fonction. Alors on voit par exemple ici que f de moins 3, ça fait moins 13. Puis quand je descends dans le tableau, je vois qu'f de 3, ça fait 17. Donc je peux tout de suite appliquer mon théorème des valeurs intermédiaires, puisque on a bien vu qu'on était entre moins 13 et 17, que la valeur 1 était bien comprise entre les deux, donc je vais pouvoir répondre à la question. Donc la solution à l'exercice, la voici. On note la fonction définie par f de x égale x cube moins 4x plus 2. Premier point, f est continu sur moins 3 en tant que fonction polynôme. C'est la première chose. Deuxième chose, f de moins 3 égale moins 13, f de 3 égale 17. Donc, troisième chose, 1 est compris entre ces deux valeurs, moins 13 et 17, c'est-à-dire entre f de moins 3 et f de 3. On a les trois conditions. Donc maintenant, d'après la propriété des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 1 admet au moins une solution dans l'intervalle moins 3, 3. Et on a répondu à l'exercice. Cet exercice, c'est un exercice de base. On peut imaginer que dans un exercice un petit peu plus compliqué, on demanderait ce serait quoi les fameuses valeurs solutions de f de x égale 1. Alors à ce moment-là, on peut pas les... Bon, ça peut être un calcul, mais dans certains cas, dans la plupart des cas, ce sera plutôt une évaluation de la valeur par représentation graphique. Donc, on a les deux fonctions, je vous rappelle, qui sont saisies dans la calculatrice. On va chercher une fenêtre qui va être adaptée, donc on est entre moins 3 et 3 pour x min, x max. On avait vu que c'était entre moins 13 et 17 que ça se passait au niveau des ordonnées. Donc je représente maintenant mes fonctions. Les voici, donc ma fonction cube et ma fonction, ma droite y égale 1. Et donc je veux chercher, c'est quoi l'intersection qui est ici? Et bien pour l'intersection, c'est très simple, on a une fonction sur la calculatrice dans Calc, là il y a un menu pour faire plein de choses. Shift, Calc, Calculate, Intersect, numéro 5. Et là il me pose plusieurs questions. Alors il me dit l'intersection de quoi? Quelle est la première courbe pour l'intersection? C'est celle-ci. Donc je la sélectionne. Une fois que je vois que mon curseur est sur la bonne, je fais entrer. Ma deuxième courbe, c'est laquelle? C'est effectivement, en fait, c'est la droite. Donc je me déplace avec pour être sûr que j'y suis, c'est bien, je fais entrer. Puis là, après, il me demande guess. Donc je fais guess. Guess, devine où c'est que ça se trouve l'intersection. Je devine que c'est à peu près là, à peu près. Et donc, je valide en faisant entrer. Et là, regardez, il calcule et ouf, il me donne la réponse, moins 2,1149. Donc ça, ce serait la solution à l'équation f de x égale 1. Si je vais aller chercher la deuxième solution de l'équation qui est située ici, je refais exactement la même procédure, seconde, calque, première courbe, deuxième courbe, sauf qu'au moment où je vais faire mon guess, je vais le faire sur la deuxième valeur, et de la même façon, je ferai mon guess sur la troisième valeur pour récupérer les trois intersections et donc les trois solutions à l'équation.